Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est moi, Todd Blackwood, ton chroniqueur littéraire et pop culture. Et oui, j'ai décidé d'ouvrir mon horizon de chroniqueur, et puis d'aborder également, et dans un sens plus large, la pop culture. Dans les vidéos précédentes, j'ai abordé le genre littéraire du roman de gare, et j'ai présenté un premier livre, Le Macaron meurtrier de Anna Tejo. Je comptais rester sur cette lancée, avec le prochain ouvrage, mais bien le destin en a décidé autrement. Pas d'inquiétude, ma Kindle est toujours en vie. J'étais dernièrement en week-end à Colmar, en Alsace, et en rentrant, j'avais un peu de temps à tuer avant mon train. Je me suis bien évidemment rendu dans le kiosque de la gare. Quelle n'était pas ma surprise d'y découvrir un grand rayonnage de livres. Alors, ça n'a rien à voir avec ceux que l'on trouve en Suisse. Dans nos gares, il y a souvent un petit kiosque avec un micro-rayonnage de livres, et dans les plus grandes, comme à Zurich ou à Berne, on y trouvera même une librairie, une vraie. En parcourant les étagères, j'en ai remarqué une remplie de mangas. Ce style littéraire dont on me parle depuis plusieurs années m'a toujours intrigué. Même dans mon entourage proche, beaucoup en sont fans. Et je me suis dit, pourquoi pas? J'ai parcouru les séries disponibles et suis reparti avec mon tout premier manga, le tome 1 de Mashle, réalisé par le mangaka Hajime Komoto. C'est en quelque sorte une parodie de la saga Harry Potter, en version japonaise. Et vous savez quoi? J'ai croché. Alors quelle meilleure transition sur le monde du manga que d'avoir acheté mon tout premier dans un kiosque de gare. Mais pour pouvoir te faire la critique littéraire dans une prochaine vidéo, je me dois de te présenter cet univers bien particulier. C'est pourquoi j'ai interviewé un fan inconditionnel du manga et qui va démystifier ce monde d'un autre continent. Salut tout le monde, salut Sushi. Alors, pour l'auditoire, c'est son pseudo, et puis bah non, ça je vous dis, il est pas asiatique. Vous le voyez, il est là, en live avec nous. Salut Sushi, voilà. Comment vas-tu? Eh bien, bonsoir, moi ça va très bien, écoute, rude journée pour moi aussi, apparemment, mais ça va bien se passer plus tard. Là, bah du coup, je profite de mon temps libre pour participer à ton interview, écoute, ça fait plaisir d'être là. Bah, merci beaucoup. Alors, bah, comme j'ai dit précédemment, on est du coup sur une transition sur le monde du manga. Et puis Sushi est un passionné depuis très longtemps et puis va nous parler un peu plus de cet univers que j'ai découvert notamment grâce à lui. Et puis bah, on va commencer. Tu peux te présenter? Dis-nous qui tu es. Alors, Sushi Boy, j'ai actuellement 22 ans. Je suis tatoueur de profession et streamer à temps partiel. On peut me retrouver un peu partout sur les réseaux. Je suis spécialisé vraiment dans tout ce qui concerne le domaine de l'art, donc tout ce qui est visuel en fait. Que ce soit design graphique, photographie, cinématographie, artiste 3D également, name it. Vous pouvez donner ce que vous voulez, nommer ce que vous voulez comme profession. Moi, je le pratique. C'est mon métier. Donc voilà, c'est tout pour moi, en tout cas pour cette question. Et puis, du coup, pour faire un petit rebondissement, c'est quoi ton style d'art, plus ou moins, qui t'est prédéfini? Alors moi, je fais principalement du black trash artwork, donc c'est un style qui est très utilisé en fait dans le domaine du métal, étant donné que je suis un métalleux dans l'âme. Voilà. Donc c'est un style qui est vraiment en fait basé sur le gore, sur le côté dark, le côté sombre en fait de ce qu'on peut trouver. Il peut y avoir en fait dans mes dessins des cryptides, il peut y avoir une tonne de choses en fait qui peuvent être intégrées dans ce style de dessin. C'est un style qui laisse vraiment libre cours à notre imagination et qui permet aussi de rendre n'importe quoi violent. Vous pouvez prendre par exemple un toaster, le dessiner avec ce style-là, bah, le toaster il sera aussi violent que par exemple une scène dans le film Alien. En fait c'est un style, une sorte de style filtre qui transforme tout en violence pure. Donc, d'accord. Voilà. Eh bien, on se réjouit de découvrir tout ça. Mais par contre, du coup, pour faire une petite transition quand même, pour en revenir à notre sujet de base, c'était un des petits fun facts, les mangas sont en noir et blanc, Sushi tatoue en noir et blanc. Voilà. Profitons du coup d'en revenir au sujet du manga.
t'es tombé dedans, dans cet univers quand? Oh, probablement en 2008-2009, quand j'étais en école primaire, il y avait tous mes copains de classe en fait qui avaient un manga dans leurs mains. Et moi, je regardais à l'époque des animés, et un animé en particulier qui était Naruto, avec lequel en fait j'ai découvert le monde de l'animation japonaise. Et en voyant tout ça, je ne savais pas qu'il existait en fait des livres Naruto. Et du coup, je posais la question à mes camarades de classe et ils m'ont tous dit que ça s'appelait un manga, que c'est le manga de Naruto, qu'à la base, Naruto est un manga. Ce qui fait que par après, je me suis rue à la Fnac et j'ai été chercher en fait, du coup, le manga en tant que tel, que j'ai encore d'ailleurs dans ma bibliothèque. J'ai tous les Naruto à l'heure actuelle et que j'ai lu durant toute mon enfance, en fait. C'est comme ça que je suis tombé dedans, donc à l'âge de 7 ou 8 ans, quelque chose du genre. Ah ouais, donc ça fait déjà un petit moment. Oui. Je vois ça. Et puis maintenant, t'en as combien dans ta collection à peu près? Alors, étonnamment, pas beaucoup, parce que je regarde bien souvent des animés, étant donné que c'est en fait un condensé des mangas, mais j'en ai, je pense, quelques-uns. J'ai deux licences en fait, j'ai deux titres en particulier dans ma bibliothèque qui sont du coup Naruto et Fairy Tail. Fairy Tail que je conseille énormément en fait. Je conseille vivement Fairy Tail. Ceux qui aiment ceux qui aiment les shonen, euh, vous allez aimer. Alors, pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est un shonen, mais je crois que tu vas nous en parler un petit peu après. Oui. Cool. Bon, du coup, le manga, c'est quoi? Alors, le manga, tout simplement, c'est une bande dessinée japonaise, tout simplement. C'est tout simplement une bande dessinée japonaise. Donc, on peut comparer en fait les mangas aux bandes dessinées Tintin, par exemple, ou d'autres bandes dessinées qu'on connaît à l'heure actuelle. C'est littéralement en fait la version japonaise des bandes dessinées, tout simplement. Mais si je me souviens bien, dans les quelques recherches que j'ai faites sur le domaine, on est sur une bande dessinée qui est quand même plus low cost par rapport aux bandes dessinées, on va dire, traditionnelles européennes, comme Tintin ou d'autres qu'on connaît. C'est juste. Un peu plus low cost, oui, dû au fait au nombre d'impressions qu'il y a, mais plus ça avance, ça c'était avant, du coup la description que tu viens de donner, mais plus le temps avance en fait, plus les mangas deviennent des chefs-d'œuvre littéraires. Par exemple, typiquement pour des styles un peu plus matures que j'expliquerai un peu plus tard, où là vraiment on a une histoire qui est très complexe, voire même pour certains, la complexité est comparable à celle du Da Vinci Code, par exemple. Donc de plus en plus, le manga au niveau histoire et niveau dessin devient en fait de plus en plus complexe. Donc c'était valable, ce que tu viens de dire était valable pour les mangas d'avant, mais ceux actuels, ça évolue vraiment vite. C'est... D'accord, donc on sort un peu de ce paradigme du manga low cost pour en arriver à ce qui est fait de manière beaucoup plus traditionnelle en finalité chez nous en Europe. Exactement. Ok. Et puis, du coup, toi qui es passionné, est-ce que tu connais l'origine du manga? Alors oui, donc l'origine du manga, pour faire simple et le faire court, 1814 est la date en fait de la naissance du manga, tout simplement. Et le mot manga désigne littéralement le mot en fait histoire dérisoire. Donc l'équivalent à des BD, c'est des histoires en fait qui sont totalement inventées de A à Z, avec un univers inventé de A à Z, des personnages inventés de A à Z pour pouvoir nous construire une histoire et que ça soit stable et que ça puisse être en fait cohérent, tout ça. Donc ça date quand même d'il y a très très longtemps le manga quoi. On peut même retrouver certaines traces dans certains manuscrits japonais de l'époque, d'ailleurs, qu'on peut retrouver tout ça sur internet. Tous les manuscrits de l'époque concernant le manga, ils y sont. Ok. Eh bien, donc le manga, effectivement, a une tradition qui a plus que quelques décennies, si ce n'est plusieurs siècles.
en comparaison aussi à ce qu'on a chez nous en Europe, si ce n'est une variante différente d'un autre continent. Exactement. Et puis, alors, toi, t'es tombé dedans quand t'avais 7-8 ans. Les mangas, il y a plusieurs catégories. Il y a des mangas pour tous les âges, comme tu nous l'as dit. Oui, Mais t'as parlé avant brièvement de, je sais plus, de shonen. shonen. Shonen, merci. Euh, c'est quoi les différentes catégories qu'on va trouver dans les mangas? Alors, bah, première des choses, il y a le shonen. Le shonen, c'est généralement un style de manga axé plus pour les garçons, où on va suivre, en fait, généralement dans les shonen, on va suivre l'évolution d'un personnage, donc l'acquisition de nouveaux pouvoirs. Typiquement, je peux citer comme exemple Dragon Ball Z avec Goku en dépassant de plus en plus les stades de Super Saiyan. On voit en fait son évolution, ou bien typiquement Naruto. On voit, en fait, on suit son parcours au fil des années, au fil des saisons, pour le voir, en fait, arriver à devenir Hokage, son rêve d'enfance. Généralement, ça, c'est ce qui est considéré comme étant un shonen. Ou typiquement, dans les New Age shonen, comme je dirais moi, My Hero Academia, où on va suivre Izuku Midoriya, qui est né sans pouvoir et qui va devenir par après un super-héros qui sera connu de tous, disciple de All Might, par exemple. C'est tout un parcours, en fait, que généralement, c'est destiné aux garçons, adolescents, généralement, où là, vraiment, on va suivre un parcours, le parcours, en fait, du héros principal dans son gain de puissance, son gain de skills, son gain vraiment de succès, tout simplement. Et ensuite, on a, donc, comme deuxième catégorie, on a le shoujo, qui est l'équivalent du shonen, mais pour les filles. Là, vous connaissez un peu le K-drama, vous connaissez un peu Top Model pour les Européens. C'est un peu la même chose, si je puis dire, à quelques différences près. Pour ceux qui connaissent l'animé Chocolat et Vanilla, donc Sugar Sugarun, c'est la même chose. C'est littéralement en fait du shoujo, donc c'est l'équivalent du shonen, mais pour les filles. Donc ça va être axé un peu plus sur le développement personnel du personnage principal. Il y aura un côté beaucoup plus émotionnel et beaucoup plus sensible que pour le shonen, qui est destiné bien sûr aux garçons. Puis ensuite, on a le seinen. Donc le seinen, c'est vraiment une histoire un peu plus dark, un peu plus sombre, en fait, qui est destinée aux adultes, jeunes adultes et adultes, en fait, où là, on va parler vraiment de la vérité par rapport à la société. Ça va être principalement des histoires dystopiques ou des histoires peut-être horrifiques, mais qui sont vraiment destinées aux adultes. Par rapport à un animé, l'animé que je peux citer pour donner comme exemple au manga, au seinen, ça serait par exemple Another, qui est un animé qui est très gore, ou bien Blood Sea, qui est un animé qui est vraiment très gore et qui est destiné vraiment aux adultes. Donc après, le seinen est encore une fois ciblé par les hommes, donc les hommes adultes ou jeunes hommes adultes. Après, on a le josei. Le josei, c'est la version équivalente du seinen, mais en fait, pour les femmes, du coup, c'est toujours axé, donc comme le shoujo, sur l'émotionnel et le relationnel, mais il y aura un côté un peu plus sombre, comme par exemple des divorces. Typiquement, il y aura éventuellement des viols, par exemple, à l'intérieur ou des choses du genre. C'est vraiment des histoires qui sont ciblées aux femmes adultes, les josei. Ensuite, on a le yuri, en fait. Ça, c'est un peu plus connu de tout le monde. Je vous vois, bande de pervers. C'est pas ce que vous pensez. Le yuri, qu'est-ce que c'est? C'est juste une histoire d'amour entre femmes, tout simplement. Donc, c'est juste une histoire d'amour. Il n'y a pas de côté obligation naturelle comme on connaît, pour éviter de dire le nom, parce que sinon, strike sur YouTube, c'est normal. Il n'y a pas des obligations naturelles dedans, obligatoirement. Il y a principalement le côté relationnel, donc une relation amoureuse entre une femme et une femme. Et on a l'équivalent avec le yaoi,
qui est donc en fait une histoire homosexuelle entre hommes, tout simplement. Donc c'est toujours au niveau relationnel, au niveau couple. Donc ça, il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont fans et beaucoup qui confondent en fait le yaoi et le yuri en fait avec le fameux mot qu'on ne va pas dire parce que YouTube il va strike. Alors vous voyez tous de quoi je vais parler, mais c'est quelque chose que les pervers consomment régulièrement sur certains sites. Non, ce n'est pas ça. C'est pas du tout la même chose. Le yuri et le yaoi, c'est pas la même chose que ce qu'on voit sur les fameux sites que tout le monde pense que c'est ça. Le yaoi et le yuri sont concentrés principalement sur des relations amoureuses. Donc, il y aura principalement une histoire derrière. Il y aura vraiment une histoire. Il y aura une évolution entre la relation des deux protagonistes, en fait. Et on va suivre, en fait, généralement la vie de ces deux protagonistes, tout simplement. Donc, voici les catégories de manga qui existent, en fait, tout simplement. Ok, eh bien, donc comme on le voit avec ce tour d'horizon, les mangas, il y en a pour tous les âges, il y en a pour toutes les catégories, comme on le retrouve en finalité dans la littérature traditionnelle, de type roman, comme j'ai déjà abordé typiquement dans les premières vidéos sur les romans de gare. On trouve de tout, pour tout le monde. On parle d'histoires plus typiquement fleur bleue, ou on va faire un peu le parallèle de telenovelas par rapport à certains des genres qui ont été présentés. Mais en finalité, il y en a pour tous les âges, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, comme dans le domaine de la BD plus traditionnelle européenne ou même américaine. Donc voilà. Non, il y a du choix, et puis il faut se rendre compte, c'est que les mangas sont devenus aussi très populaires outre Asie, où c'est devenu c'est des rayonnages complets dans les librairies, même typiquement comme je disais en introduction à cette vidéo, mon petit voyage à Colmar où je me suis arrêté au kiosque de la gare et puis j'ai pu découvrir un énorme rayonnage de mangas, et c'est là où j'ai dit tiens, pour faire la transition, achetons un manga dans une gare. S'agit-il du coup de la catégorie du manga de gare? Ça, on ne le sait pas, mais en tout cas, c'est une découverte que je me réjouis de vous parler dans une future vidéo. Mais revenons-en à notre interview, sur cette petite digression. Est-ce que tu as quelques fun facts sur l'univers du manga? Alors oui, j'en ai deux. J'en ai sorti deux. Alors le premier, c'est que... Alors, faut savoir que il y a beaucoup de mangas, pratiquement tous en fait, qui sont en noir et blanc. Pourquoi, va-t-on me demander? Tout simplement parce que le rythme de parution en fait est extrêmement élevé, et du coup, pour limiter les coûts et pour que ce soit plus rapide à imprimer, ils les impriment en noir et blanc tout simplement, ce qui limite les coûts de production tout simplement. Et ça permet au manga en fait d'être publié le plus rapidement possible, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un manga est l'équivalent d'une série TV, c'est-à-dire que chaque semaine au Japon, il y a toujours un manga qui sort. Même en Suisse, typiquement où je suis actuellement, vous allez à la Fnac, il y a le manga Spy X Family. Le manga n'est pas encore terminé, mais chaque semaine, il y a le nouvel opus qui sort, même en Suisse. Donc déjà traduit. Déjà traduit. Donc oui. Ils arrivent à assurer une sortie simultanée sur l'Asie et sur l'Europe en même temps? Oui, en une semaine. Pour la simple raison que dans un studio de manga, donc où il y a plein de mangaka, studio d'illustration, il y a en fait les mangaka, donc les dessinateurs, et il y a les scénaristes. Les scénaristes, eux, ils vont écrire l'histoire, ils vont écrire en fait comment va se dérouler l'épisode tout simplement, et vont écrire les dialogues. Tandis que les mangaka, eux, vont s'occuper de l'illustration. Ils sont peut-être 4, 5 ou même 6 suivant les studios dans leurs ateliers, et ils dessinent jour et nuit, non-stop. Ils font pratiquement du 20 heures de travail par jour, on peu d'heures de sommeil, exprès pour nous livrer du coup ces chefs-d'œuvre que sont les mangas tout simplement. Et pour ça, faut les remercier énormément parce qu'ils travaillent vraiment d'arrache-pied pour qu'on puisse en fait éviter l'attente trop longue en fait d'autres épisodes, d'autres opus du manga, tout simplement.
Ok. Et puis tu avais un Sinon, deuxième fun fact. oui, alors, on va aller dans un petit moment un peu présenté par Rack. Ceux qui connaissent via YouTube, vous connaissez. Le saviez-vous? La France est le deuxième pays au monde à consommer le plus de mangas, bien sûr, après le Japon. Ça, c'est le deuxième fun fact. Alors oui, effectivement, c'est un peu étonnant, mais oui, les pays qui consomment le plus de mangas, en fait, et animés, du coup, sont les Japonais et les Français. Alors pourquoi, je sais pas, mais de ce que j'ai pu comprendre de par mes nombreuses recherches et mes nombreuses questions que j'ai posées à certains Français, il s'avère en fait que le manga est devenu tellement populaire, que ce soit au niveau animé ou au niveau manga, dans les années 80 en fait tout simplement, avec typiquement Albator, Goldorak, ou typiquement en Italie, qui s'est retransmis en France, sauf erreur, Mazinger Z. Il y a énormément en fait, ça a été énormément popularisé en fait. Ça a fait vraiment la vague, donc c'est parti du Japon, et c'est arrivé en France, et il y a tellement de gens qui ont aimé ça qu'au final, euh, ils en ont importé de plus en plus. Et là, il y a eu des fois, bah, de plus en plus, par après, il y a eu les versions en fait traduites de tous ces mangas qui sont par après apparus de plus en plus en France, ce qui a fait de la France en fait le deuxième consommateur en fait au monde de manga, tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour le fun fact. Ok. Et puis moi du coup j'ai complété avec un petit fun fact aussi que j'ai appris. Quand vous achetez un manga, en général vous avez une jolie couverture en couleur qui est surtout axée pour les ventes en Europe. Mais si vous enlevez la couverture en couleur, vous trouverez dessous la couverture originale qui a été faite pour la vente sur le territoire japonais. Et puis avant de conclure cette interview, qu'est-ce que tu recommanderais à nos auditeurs comme manga pour débuter puis commencer s'ils sont intéressés à découvrir cet univers? Alors, après, tout dépendamment des styles, mais là, je vais du coup aller par style, tout du moins ceux que j'ai lus. Pour le shonen, je conseille trois mangas. Donc, le premier, Naruto, parce qu'il est facile à lire, contrairement aux Dragon Ball qui ont énormément de saisons. Il y aura aussi dans le lot Fairy Tail. Là, par contre, faut s'accrocher au portefeuille parce qu'il y a énormément de tomes à aller voir, mais c'est une très bonne franchise. Et il y a My Hero Academia qui, lui, par contre, est beaucoup plus récent, beaucoup plus jeune, et il y a moins de tomes. Le manga, il me semble qu'il est terminé, sauf erreur. Vous me direz dans les commentaires, les gens de la communauté, si je suis juste, mais il me semble que le manga My Hero Academia est terminé. Il n'y a pas beaucoup de tomes, en fait, que vous pourrez acheter, ce qui fait que niveau monétaire, bah, c'est abordable. Et en plus, bah, c'est une très bonne histoire. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est en fait l'histoire d'un jeune garçon en 2027 ou quelque chose du genre, où tous les humains ont subi une mutation et naissent en fait avec des pouvoirs. Et Izuku Midoriya, c'est le seul garçon qui a une anomalie génétique et qui est né en fait sans pouvoir. Et on va en fait pouvoir voir son avancement au travers des tomes pour voir comment est-ce qu'il fait pour devenir super-héros. Ensuite, niveau Seinen, j'en ai un seul à recommander, Death Note, un chef-d'œuvre pur et dur. Ça, je vous laisserai regarder du coup le résumé sur internet. Et c'est pas mal ça en fait au niveau des mangas que je recommande. Bah écoute, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de répondre à cette interview pour ma chronique littéraire et pop culture. Bah Euh, écoute, merci à toi pour l'invitation, ça fait très plaisir d'être là, écoute. et puis je crois qu'on risque de se recroiser dans le secteur de Polymanga à Oui, Montreux en avril 2023, donc le week-end de Pâques, le festival exactement. Polymanga que je compte également couvrir pour les chroniques de Todd Blackwood. Et je me réjouis du coup de pouvoir faire ce parallèle
avec l'univers beaucoup plus en présentiel, sur le terrain, au milieu des participants. Eh bien, Alors, écoute, dans ce cas, je me réjouis de te voir. Bon, alors, merci beaucoup Sushi pour Merci ce à tour toi. d'horizon de l'univers manga. Et puis, je te souhaite du coup une bonne suite de journée. Et puis, au plaisir de te recroiser sur les ondes. Merci à toi aussi. Allez, Ciao. ciao ciao. En conclusion de cette interview, on peut remarquer que le manga a quelques similitudes avec le monde de la bande dessinée en Europe. Toutefois, ces codes sont bien différents des nôtres, tant sur la conception d'une série que leur édition. Dans la prochaine vidéo, tu trouveras une chronique plus ciblée sur la série de manga Mashle, réalisée par le mangaka Hajime Komoto, une parodie de la saga à succès Harry Potter. Et tu me retrouveras également le samedi 25 mars 2023 au Salon du Livre à Genève, dont je vais couvrir l'événement pour ma communauté. Si tu as aimé ce contenu vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube, aime, commente et partage. Tu me trouveras également présent sur mon site web, Instagram, Facebook et même Discord si tu souhaites partager ton expérience. Tous les liens sont dans le code QR et dans la description de la vidéo. Bonne lecture!